Bien, merci et bonjour à tous et merci évidemment aux organisateurs de nous permettre de faire cette présentation qui s'intitule effectivement « Quand l'image fixe la mémoire ». On s'est posé cette question de savoir finalement pourquoi la résistance belge en particulier, était chargée de nombreux clichés dans les représentations collectives lorsqu'on parle avec le public et qu'ils vous donnent l'idée qu'ils se font de la résistance. Eh bien, souvent, cette résistance, elle est vraiment méconnue. Alors, il y a déjà eu de nombreuses recherches qui ont essayé d'expliquer pourquoi cette résistance avait de tels clichés. Alors, ça avait été différentes. Il y a différentes hypothèses qui ont été mises en évidence par les historiens. Il y a bien sûr des choses dont on a déjà parlé ce matin, la question des divisions internes, la question, comme Florent l'a présenté ce matin, le fait que la résistance a participé à tout ce qui concerne la répression au lendemain de la guerre. On peut mettre aussi en évidence la question royale. On peut aussi parler de tout ce qui concerne finalement les enjeux communautaires belges qui tout au long des années en fait ont formé une autre représentation de la résistance belge. Mais dans tous ces questionnements qui ont déjà été faits et dans toutes ces hypothèses d'interprétation, on s'est dit mais finalement il y a un élément qui n'a pas été beaucoup approché, c'est la question de l'image et des photographies. Et donc, je change juste... Voilà. Alors, cette question de l'image et des... Alors, je vois que notre PowerPoint est un peu écrasé. Je m'en excuse. J'espère que vous pourrez voir les différents éléments. Donc, cette question de l'image, en fait, de notre mémoire collective visuelle de la Deuxième Guerre mondiale, quand on parle de Deuxième Guerre mondiale, à quelle image pense-t-on? Eh bien, on pense en fait en premier à des images allemandes. En effet, pendant 4 ans, les forces d'occupation allemandes ont envahi notre espace public, mais aussi elles ont envahi notre espace public visuel. Alors, ils vont faire des défilés. Ici, vous voyez cette photo de défilé des troupes allemandes devant le Palais Royal, les funérailles de Staff de Klerk sur la Grand Place, ou encore ici un défilé rexiste au 1er avril 1944, et chacun de ces défilés, chaque cérémonie est photographiée et est publiée dans la presse illustrée censurée ou dans des journaux comme le fameux journal Signal. Et donc, dans cette représentation visuelle de l'occupation, on se rend compte que les opposants, la résistance, ils sont complètement absents de ces presses de la Deuxième Guerre mondiale. Alors vous allez me dire, oui, c'est évident, ce sont les opposants. Mais on s'est rendu compte aussi que finalement, on a très peu de photographies de la résistance, tout simplement parce que c'est un acte clandestin. Donc c'était quand même vraiment très compliqué si on voulait garder une certaine marge de manœuvre clandestine. On n'allait pas commencer à sortir son appareil photo. Donc ça, c'était une première raison. Et aussi, on s'est dit, mais en fait, il y a quand même beaucoup d'images qui nous reviennent jusqu'à aujourd'hui, qui sont dans les archives de la résistance. Alors, j'ai pris cette image, on a pris cette image qui sort des archives de la VRT de Maurice de Wilde, qui nous montre de résistants, de maquisards. On n'a aucune information sur la date de prise de cette photo, on n'a aucune information sur le lieu de prise de cette photo. Mais c'est l'image que nous, chacun, on a de la résistance. Pourtant, toutes ces photos, si on s'y attarde un peu plus de manière précise, si on s'y attarde, on se rend compte que ce sont des photos qui ont été prises après-guerre. Dans les premiers mois de la libération, on a reconstitué le maquis, on a pris des photos en guise de souvenir ou en guise de preuve. On a des photos qui nous viennent de Londres, où il y avait effectivement quelques photos qui parvenaient jusqu'à Londres, mais souvent même les photos de Londres ou les films de Londres sur la résistance, ce sont des mises en scène qui sont faites dans les studios londoniens. Et donc face à cet angle mort, finalement, la question c'est de savoir d'où viennent toutes ces photos. Alors, on s'est dit, puisque cette représentation collective
visuelle de la résistance existe, il faut, qu'il y ait eu des images au départ, il faut, que ces images circulent, parce que pour qu'une image impacte notre représentation, bien, il faut qu'on l'ait vue dans de nombreuses publications, il faut qu'on l'ait vue dans des expositions, il faut vraiment que cette image donc, circule de manière répétée. Et en fait, à chaque fois qu'une image est publiée, à chaque fois que c'est la même image qui est publiée, puisque c'est fait de manière répétée, eh bien cette image, elle gagne en crédibilité. Ça veut dire que cette image-là que je vous montrais, là, de ces deux maquisards, elle a tellement été publiée, tellement montrée à la télévision, que c'est devenu presque une image iconique de la résistance. On se dit que cette image, elle cristallise l'événement, elle représente un groupe déterminé, elle représente la résistance. Et donc, dans cette idée, eh bien, nous, on s'est penché en se posant la question, tiens, mais finalement, est-ce que cette image, elle se retrouve dans la presse d'après-guerre de la Libération, sur cette période septembre 1944 jusqu'à l'été 1945? Est-ce qu'on retrouve ce type d'image sur la résistance, ou au contraire, et peut-être, est-ce qu'il n'y a aucune image de la résistance? Est-ce qu'il y a une évolution entre septembre 1944 et 1945? Et donc, c'était vraiment ça notre idée. Et donc, dans notre présentation, on va tout d'abord bien vous parler un petit peu de ce qui s'est préparé à Londres au niveau de la presse avant la Libération. Puis on ira voir ce qui se passe dans la presse écrite quotidienne dans ces premières semaines de la Libération, et puis voir aussi un petit peu ce qui se passe du côté de la presse illustrée. On a ce gouvernement belge qui est en exil à Londres et qui très rapidement crée un ministère de l'information en 1942, et très rapidement aussi, dès 1943, il y a des discussions pour savoir, mais lorsqu'on va rentrer en Belgique, on va devoir reconquérir l'opinion publique. Cette opinion publique, elle a été sous contrôle allemand pendant 4 ans. Il faut absolument qu'on reprenne les rênes des médias, de l'information et de l'opinion publique. Et donc, à cette fin, ils vont créer une mission information auprès des affaires civiles. Et dans cette mission information, on aura un service presse et toute une série de mesures qui sont détaillées. Alors, quelles sont les mesures décidées à Londres? Bien, la première, évidente, tous les journaux qui ont paru durant l'occupation seront purement et simplement interdits. Deuxième mesure, il faudra demander une autorisation aux autorités pour réintroduire un nouveau journal. Pas de fourniture papier si on n'a pas cette autorisation de l'État. Troisième mesure, les photoreporters qui ont travaillé durant l'occupation sont exclus de la profession. Et donc on voit qu'à Londres, on prévoit la reprise de la presse, mais dans un contexte très, très cadré. Alors, on ne parle pas encore beaucoup de censure, parce qu'en clair, les journaux pensent que les autorités pensent que les journaux vont être assez prudents et vont finalement s'auto-censurer eux-mêmes. Autre mesure qui est prise, c'est la question des thématiques. Qu'est-ce qu'on va mettre en évidence dans ces unes de presse? Eh bien, l'effort de guerre allié, l'effort de guerre belge, la légitimité du gouvernement belge de retour en exil et l'efficacité de la nouvelle armée belge, le tout au détriment de la résistance. Surtout, ne parlons pas de la résistance, surtout cette résistance, on la met sous le boisseau médiatique, et c'est un boisseau médiatique qui correspond à cette fameuse politique de containment dont on a parlé ce matin. Cette mission information, eh bien, elle débarque sur le sol belge le 6 septembre 1944, c'est-à-dire 2 jours après la libération du territoire. Et en 2 jours, eh bien, la presse a déjà repris les rênes du pouvoir, a déjà en fait reparu. Les premiers quotidiens sortent de presse déjà dès le 5 septembre, parfois même sortant le 5 septembre et datant leur journal du 4 septembre. Et donc cette résurrection qui est spontanée, très rapide,
rapide de la presse, eh bien, elle entrave toutes les mesures, toutes les décisions qui avaient été prises à Londres. Seule mesure qu'ils peuvent véritablement mettre en place, c'est la censure militaire. Nous sommes toujours en guerre, donc nous sommes toujours dans un état de siège, et cette censure militaire, elle va durer jusqu'à la fin 1945. Elle concerne la presse, mais elle concerne aussi les photographies de presse. Alors, censure militaire et surtout pénurie de papier. Et comme vous pouvez le voir à l'image, au vu de cette pénurie, les journaux ne font que 1 ou 2 pages. Parfois même, on a un recto-verso, on a le recto en français, le verso en néerlandais. Ce qui est sûr, c'est que, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment l'information textuelle qui est privilégiée, hein, quasi aucune photo. Mais donc alors, finalement, quelle photo de la résistance on peut trouver dans ces premiers journaux ? Donc, ce qu'on se propose, c'est de parcourir la une d'un certain nombre de titres. Et donc, ici, nous avons mis la une de Volksgazette du 5 septembre et la une du soir du 6 septembre. Alors, pourquoi nous avons choisi ces 2 images ? Parce qu'en fait, elles sont parmi les premières et elles sont extrêmement atypiques par rapport à ce que l'on va voir durant le reste des journées du mois de septembre. L'image de la Volksgazette, donc, qui est à votre gauche, oui, elle nous montre, c'est quelque chose de surprenant parce qu'en fait, ce qu'elle nous montre, ce sont des résistants en mouvement. Hein, et je parle là de la photo qui se trouve au milieu. Donc, vous avez ce bandeau avec ces 3 photos verticales. Alors, c'est intéressant, il n'y a pas d'article qui est associé directement à l'image et il n'y a pas non plus de nom du photographe. Ces 3 images sont rassemblées sous le titre « Beelden van het eerste bevrijdingsuur ». Et la première, elle nous montre les chars alliés sur le Mer. La deuxième, elle nous montre, et ce sont des résistants, mais les soldats d'un mouvement de résistance qui paradent dans la ville. Et la troisième image nous montre des Allemands qui acceptent de rendre les armes à l'initiative de femmes. Et là aussi, c'est une thématique assez exceptionnelle qu'on ne va pas retrouver. La photo avec les résistants, donc la photo qui se trouve au centre, nous montre 7 hommes souriants, avançant d'un pas alerte, avec des tenues vestimentaires certes disparates, hein, ce n'a pas la splendeur des uniformes militaires classiques, mais toutes les tenues ont en commun d'avoir l'un ou l'autre accessoire, que ce soit une arme, un béret, un casque, une bandoulière, qui se réfère à un uniforme militaire, justifiant en quelque sorte l'utilisation du terme de soldat dans la légende. Donc on a là un triptyque assez dynamique qui nous laisse présager, ce qui est effectivement le cas, que les résistants ont joué un rôle dans la libération de la ville. Et certains d'entre eux ont défilé sur les chars britanniques. La suggestion de cette résistance faisant partie de l'armée de libération, elle est très claire ici, mais elle est très singulière. On ne va pas la retrouver dans les autres journaux, ni même dans ce quotidien socialiste, dans les journées qui suivent. Et donc, comme le disait Bénédicte, ça pourrait être lié au fait que ce quotidien est l'un des tout premiers à reparaître, on est le 5 septembre, avant même l'arrivée du convoi et de la mission information, et aussi probablement avant toute éventuelle directive du parti. On sait que le Parti socialiste, très rapidement, dans sa presse, va exprimer sa méfiance vis-à-vis de la résistance, et le Parti socialiste, en tant que tel, n'a pas joué un rôle particulièrement actif dans la résistance. Deuxième image, c'est le soir, une image que le soir a d'ailleurs repris il y a quelques semaines, une qu'il a d'ailleurs repris. On est là le 6 septembre. Et là aussi, ce qui est très étonnant, donc on trouve 2 photos. Une première, l'arrivée de la brigade belge, brigade Piron, hein, on en reparlera dans quelques instants, mais aussi une autre plus petite qu'on a reprise au centre. Et celle-ci s'est intégrée dans un article écrit par le journaliste et résistant Fernand de Magny, qui a pour titre « Quand Bruxelles retrouve son âme ». Alors, curieusement, ni le contenu de l'article qui relate les derniers instants de l'occupation allemande dans la capitale, ni même le chapeau extrait d'une déclaration du bourgmestre de Bruxelles qui appelle à la chasse aux traîtres, n'en font directement référence à la photo. La photo, elle se suffit à elle-même pour incarner l'événement. Donc c'est une photo qui est illustrée par un dépôt de fleurs au monument du soldat inconnu. Mais ce qui est plus significatif, c'est qu'on y voit un soldat britannique et un résistant. Et c'est la seule et unique fois que nous avons retrouvé
une telle association dans l'ensemble des photos publiées dans les journaux consultés. Là aussi, indirectement, elle suggère une résistance intégrée aux forces alliées. Et donc cette assimilation que l'on a retrouvée à la fois dans le Volksgazette et dans le Soir, elle va complètement disparaître de l'univers médiatique dans les jours qui suivent. Les résistants vont se faire voler la vedette par les véritables héros de la libération, les troupes alliées d'une part et la brigade Piron d'autre part. Et cet effacement, il s'inscrit en quelque sorte dans la volonté voulue tant par le gouvernement belge que par les autorités alliées. Et donc ce n'est pas surprenant si ces images atypiques sont parues dans les tout premiers jours. Et donc effectivement, les véritables héros de la libération, ce seront les soldats de la brigade Piron et les troupes alliées. Et ça, ce type-là d'image, elle va être répétée à l'infini. Et d'ailleurs, là aussi, quand on pense image iconique de la libération, ce genre d'image-là, c'est celle que nous avons toutes en tête, la plupart du temps avec des soldats, mais souvent avec des civils, voire avec un tank ou pas un tank. C'est d'ailleurs une des photos que vous avez repris pour le numéro du bulletin, enfin de votre revue. Et donc, on a véritablement une couverture de la progression des armées alliées. Et ces armées alliées, effectivement, ils emmènent avec eux leurs équipes photographiques qui contribuent aussi à accroître ce mouvement. Parce qu'au fond, finalement, on est aussi amené à se poser la question, quels sont les photographes disponibles, qui prend des photos? Et on sait que parmi ceux qui prennent effectivement des photos, il y a ces reporters qui accompagnent les armées britanniques dans leur itinéraire. Et donc, très rapidement, lorsque la résistance va... Effectivement, elle ne disparaît pas complètement, mais cette image de résistance en mouvement, de résistance dynamique que l'on a vue les 5 et 6 septembre, elle va très vite céder la place à des rituels extrêmement figés, qui nous montrent surtout des résistants de sexe masculin, des résistants armés, et la résistance civile est-elle totalement absente, et on est très vite aussi dans l'idée de, entre guillemets, les bons résistants sont des résistants morts. Très vite, on va voir apparaître l'image des martyrs, l'image de fusillés, l'image de héros de la liberté. Mais au fond, les résistances n'ont pas de nom. Et donc ça aussi, ça nous renvoie aujourd'hui à une partie de notre mémoire collective. Quand on interroge les gens, est-ce que vous connaissez un nom de résistant? On n'est pas du tout dans une logique à la française où un Jean Moulin va d'emblée apparaître. En Belgique, les résistants restent des anonymes. Et cet anonymat, on le retrouve aussi en partie dans la presse de la Libération, sauf peut-être dans le drapeau rouge, mais je dirais que le poids photographique du drapeau rouge est un poids photographique relativement marginal, mais le drapeau rouge et le Rodevan, ce sont deux journaux qui paraissent recto verso, entament à partir du 11 septembre une série, c'est « Héros qu'il faut venger ». Et donc, on va pouvoir cette série publiée à 23 reprises entre le 11 septembre 1944 et le 17 avril 1945. Et à chaque fois, on a une photo d'un résistant, mais encore une fois, d'un résistant qui est décédé. Donc, effectivement, des résistants anonymes, pas d'identification, pas d'héroïsation. Et donc, au fond, l'image qui va surnager, et on a déjà eu l'occasion d'en voir une ce matin, c'est ces images de tâches ingrates incarnées par la résistance. Tâche ingrate, d'une part, l'arrestation de prisonniers ou l'encadrement de prisonniers allemands qui sont détenus, mais aussi et surtout, et ça c'est une image qui va fortement perdurer parce qu'elle va être répétée à l'infini, c'est celle de résistants qui contribuent à l'arrestation de collaborateurs, voire même qui contribuent, je dirais, au molestage de certains collaborateurs. Et on a ici cette image qui est parue dans la Libre Belgique du 24 septembre, avec le titre, donc ce sont des femmes tondues internées à Brendonk, et le titre est extrêmement sarcastique puisqu'il nous dit « à la tondeuse ». Et donc elles sont 6, encadrées de part et d'autre par des hommes, par des armes. À gauche, on voit un homme en civil, le sourire narquois. Est-ce qu'il s'agit d'un résistant? La légende ne permet pas de le savoir. 2 jours plus tard, le quotidien La Meuse publie pas moins de 5 photos sous le titre « La chasse aux traîtres continue ». Et donc ces images-là, on va les voir effectivement répétées à l'envi par une série de presse, ce qui contribue à cette image extrêmement difficile, extrêmement ingrate de la résistance. Alors,
là, on vous a parlé en fait des images qu'on retrouve dans la presse quotidienne. Et si on s'attarde à la presse illustrée qui reparaît en fait un tout petit peu plus tard, quelques jours plus tard, vers le 17 septembre, même déjà le 13 septembre pour le soir illustré, eh bien, on va voir qu'il y a vraiment un effet amplificateur de ces mêmes thématiques. Ce qui nous a d'abord intéressé, évidemment, c'est de voir que les journaux mettent en évidence le fait que la presse illustrée va rendre les choses encore plus vivantes. Vous voyez, on a repris le slogan là, du soir du 8 septembre, et je le cite, il dit « Le soir illustré, le plus vivant des hebdomadaires, le souvenir de tous les événements, l'image de l'actualité ». Et là, le rédacteur en chef ajoute « Notre devoir sera d'enregistrer une image précise, une image complète, et une image sûre de l'actualité. » Et donc, ces slogans, en fait, ils sont vraiment intéressants parce qu'ils sous-tendent vraiment l'idée que les images incarnent à elles seules l'événement. Les images sont l'image de l'actualité et surtout, ils leur donnent un statut d'objectivité incontestable. C'est vraiment cette idée de dire la photographie, pourtant en tant qu'historien on sait combien une photographie en fait c'est toujours une construction du réel, et bien ici dans ce slogan il nous fait croire, au lecteur que l'image est tout à fait incontestable, il n'y a pas besoin de la critiquer et de la contextualiser. Alors, comme vous pouvez le voir, on retrouve exactement les mêmes thématiques. La première une du soir illustré du 13 septembre 1944, c'est Montgomery, l'invincible. À côté de cette première une, on a dans le journal bien une quinzaine de clichés de nouveau de ces jeunes filles qui montent sur les tanks, des embrassades. C'est clairement les alliés qui sont mis en évidence. Même chose du côté du Patriote illustré, première une du Patriote illustré, donc vous voyez de nouveau un char britannique. Et à l'intérieur de ce Patriote illustré, eh bien, on retrouve ce que Chantal vient d'expliquer. On parle effectivement de résistants, mais les résistants sont là pour les scènes et les tâches ingrates, celles de l'épuration. Ce qui va se passer, en fait, c'est que progressivement, eh bien, la résistance va très très vite s'effacer. On l'a vu encore ce matin. C'est vraiment dans les toutes premières semaines que la résistance a un rôle important, mais très très rapidement, elle est mise sur le boisseau. On a l'image que Chantal a montrée tout à l'heure. Et puis ici, on est au 30 septembre 1944. Vous voyez une photo de résistants qui sont heureux, qui sont souriants. On sait que ce sont 4 résistants anversois, mais de nouveau, rien dans la légende ne permet de les identifier. Lorsqu'on parle de résistance par la suite, dès le mois d'octobre, on va montrer les forces de la résistance au travail. Vous voyez le Patriote illustré du 1er octobre 1944. On a repris en fait des photos d'un déraillement de train qui a eu lieu à Warem dans la nuit du 31 août au 1er septembre. On sait que c'est un groupe du FI qui est à la manœuvre. On sait que l'action a coûté la vie à 5 Allemands, a fait 75 blessés. Mais de nouveau, on parle des forces de la résistance au travail, mais sans aucun nom ne soit mentionné. On ne sait pas du tout que ce sont des FI. On ne sait pas qui a fait cette action importante, ce fait d'armes important. La photo juste à côté, qui est publiée le 15 octobre 1944, est assez aussi révélatrice parce que il y a cette idée de dire, ben oui, la Belgique a eu aussi son maquis. Et là, si vous regardez la légende, il est mis « La résistance a eu ses héros et ses martyrs, ses actions d'éclat et ses glorieux faits d'armes. Son histoire ajoutera une belle page au faste de la Belgique. » En d'autres termes, ben, la résistance, c'est du passé. Elle a un petit peu joué son rôle, mais maintenant, surtout, mettons-la de côté. Alors,
on en a parlé ce matin. En fait, ce qui est très étonnant, c'est qu'on a parlé ce matin du désarmement de la résistance, des tensions que cela a créé dans la société. Il y a eu de nombreuses manifestations à Bruxelles, à Anvers. Il y a une très grande manifestation le 25 novembre 1944 à Bruxelles. Et là, il y a de très nombreux articles de presse qui parlent de la manifestation, mais aucune photo. Aucune photo dans la presse de cette manifestation du 25 novembre 1944. C'est vraiment très difficile d'imaginer qu'aucun photographe de presse n'était présent sur place parce qu'il y a eu des coups de feu, il y a eu une grenade qui a explosé, il y a une trentaine de manifestants qui ont été blessés. Et donc, lorsqu'on regarde les registres de l'agence de presse photographique SADO, on voit dans ces registres en fait qu'il y avait bien un photographe qui était présent, qu'il y a bien des photos qui ont été prises. Si vous allez dans les archives du CG Soma, vous allez retrouver des archives de la manifestation du 25 novembre 1944, mais rien n'a été publié. Alors, on n'a pas vraiment d'explication. Est-ce que le gouvernement avait tellement peur de cette manifestation qu'ils ont donné l'ordre de ne publier aucune photographie ? On n'a aucune source pour évidemment le confirmer, mais en tout cas, c'est très étonnant. Ce qui fait la une des journaux au 28 novembre, c'est l'inauguration de l'avenue Eisenhower par Ascarbeck, par l'ambassadeur américain. Donc là, on voit clairement qu'il y a une instruction qui est donnée, on remet les Alliés en évidence, mais surtout, on ne parle pas de la résistance. On voit en fait qu'il y a vraiment une évolution en fait dans cette représentation. Donc je vous disais, au tout début septembre, on a quelques photos quand le gouvernement n'est pas encore revenu, quand la mission information n'est pas encore revenue, on a cette association résistance militaire, résistance et alliés, quelques résistants souriants, puis l'image évolue. On a plutôt des résistants soit morts, soit martyrs, soit qui effectuent des tâches ingrates. On a cet effacement certainement de la résistance et puis on a un petit basculement qui se fait évidemment au printemps 1945 où là le contexte n'est plus du tout le même, hein, la fin du conflit est imminente et on a surtout un espace médiatique qui va être envahi de photographies qui jusqu'alors semblaient complètement inimaginables. C'est évidemment ces photographies, ces visions d'enfer telles que le titre, le drapeau rouge, hein, ces images de prisonniers qui vont être des images qui vont être publiées partout et qui vont clairement impacter notre mémoire collective, hein, ces fameux pyjamas rayés, ces images de personnes amaigries, c'est sans contexte ce qui marque le plus à l'époque. On a dans ces images de la déportation, donc ces pyjamas rayés, on a aussi des images de détenus particuliers. Donc parfois on va retrouver, lorsque ce sont des parlementaires qui ont été par exemple détenus à Buchenwald, on va les mettre en évidence. On va avoir aussi des photos des visites forcées des citoyens allemands dans les camps. Mais à chaque fois, on ne parlera jamais, on n'utilisera jamais le terme résistant dans les légendes de ces photos. Ce sont les déportés de manière générale, voilà un terme générique, qui sont des martyrs, qui sont des héros, mais on ne mettra jamais en évidence ce terme de résistant. Alors de même, le 8 mai, lors de la capitulation de l'Allemagne, on a aussi des images de foule, des images de liesse, même si elles sont sans doute un peu moins fortes, mais ce n'est pas l'objet aujourd'hui que ce qu'elles n'ont été au mois de septembre. Par contre, le 10 mai 1945 a été consacré Journée nationale de la résistance à l'initiative du Front de l'indépendance. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça nous en dit aussi sur la manière dont la résistance construit sa propre image. C'est une journée qui est largement ritualisée, qui commence par une messe
en hommage aux morts du tir national, par un passage par le soldat inconnu, et puis on voit des résistants défiler dans les rues de Bruxelles, drapeau en tête, avec une dimension militaire moins présente qu'à l'automne 1944. Alors cette journée de la résistance, elle est relatée par de nombreux journaux, et ce qui est intéressant, c'est de voir, par exemple, dans Le Peuple, mais je le vois... Ah, voilà. Dans Le Peuple, on voit cette photo assez étonnante où on voit Demany et Erskine côte à côte. Et donc ça nous montre bien, on est 10 mai 1945, au fond la résistance n'est plus un danger. On n'aurait pas imaginé, Erskine est le commandant en chef des troupes alliées, qui avait particulièrement considéré que la résistance communiste était une menace, on n'aurait jamais imaginé à l'automne 1944 avoir une photo où l'on voyait poser côte à côte Erskine et Demany, qui incarnent encore à ce moment-là le front de l'indépendance. Intéressant aussi, c'est la manière dont l'événement est relaté par la Libre Belgique. Donc dans la Libre Belgique, on voit deux choses. On voit cette manifestation du FI à votre gauche, mais qui est très formelle, très rigide, très ritualisée. Et à côté, on voit, et là dans une véritable dynamique, les militants en faveur du retour de Léopold III qui sont là particulièrement présents. Et donc si on regarde l'intégralité de la page, l'intégralité de la une, on va surtout avoir le regard attiré par les léopoldistes. Donc certes, il y a une présence de la résistance, mais elle est quelque peu occultée par la dynamique de ces militants qui attendent, qui espèrent le retour de Léopold III, puisque effectivement la capitulation du 8 mai est aussi l'idée qu'au fond ça va être le moment où Léopold III va pouvoir rentrer au pays. Et c'est aussi une vision qu'on va retrouver d'ailleurs dans la presse illustrée. Alors, quelques mois plus tard, le premier anniversaire de la Libération est célébré avec faste dans les journaux. Mais encore une fois, qu'est-ce qu'on voit? Et là, on est véritablement dans un rituel qui se met en place et qui perdure encore jusqu'à aujourd'hui. Ce que l'on va montrer à l'occasion de cet anniversaire, le défilé des troupes alliées devant le Palais Royal, les troupes belges qui défilent impeccablement, le général Eisenhower, la colonne Piron. Et donc, véritablement, un an plus tard, la résistance est encore une fois consacrée comme parent pauvre de l'événement. Et je dirais que même à ce moment-là, les images, je dirais, néfastes de la résistance sont quelque peu occultées. Au fond, on ne laisse plus place qu'aux héros militaires, qu'il s'agisse des héros militaires belges ou des héros militaires alliés. Et donc, effectivement, on a, je dirais, un visuel, là on est passé assez rapidement sur je dirais, une série de journaux. On a un silence visuel qui, au départ, à la libération immédiate, peut se comprendre de par la nature même des activités clandestines de la résistance, mais qui va ensuite continuer et se poursuivre dans un contexte qui incarne à la fois la volonté du gouvernement et des alliés. Et donc, la campagne rapide de la libération ne laisse évidemment guère de place aux résistants. Et très rapidement, l'idée, c'est que le rôle de la résistance est bel et bien terminé. Et c'est aussi l'idée de montrer un monde qui est sous contrôle. Ce matin, Florent nous a montré combien effectivement le contrôle a échappé quelque peu pendant les premières semaines de septembre, mais à travers la presse, il y a cette volonté de montrer un monde sous contrôle, une armée belge qui est en train de se reconstituer, et au besoin, on mobilise les anciens de 14-18, parce qu'il est évidemment difficile de tirer la gloire de l'armée belge après la campagne des 18 jours, mais on a aussi toute la dynamique incarnée par la brigade Piron. Et donc, effectivement, les images les plus sombres, les plus controversées, vont être celles qui vont surnager. Et donc, ce ne sont pas les petits portraits que l'on retrouvera par la suite, par exemple, dans le livre d'or de la résistance, qui vont, en quelque sorte, permettre de modifier la donne de ce qui est fait dès la libération. Alors, effectivement, on est dans un contexte qui est un contexte très cadré, une image qui est consolidée par les actualités filmées, parce que non seulement il y a la presse, mais il y a aussi les actualités filmées, là aussi dans un contexte de censure et de contrôle de l'image, et qui là aussi va nous montrer en fait les mêmes dynamiques, les mêmes images. Les résistants, n'ont pas de photographes attitrés, et donc clairement les images qui sont montrées, ce sont le produit des équipes cinématographiques qui accompagnent les Alliés. Alors effectivement, il n'y a pas que l'image, pour essayer de comprendre, il est bon aussi de s'intéresser au contexte plus général qui vont expliquer et qui vont amplifier cette absence. Il va y avoir très rapidement le contexte
de la question royale, le contexte de la guerre froide. Alors, on s'était aussi demandé, au fond, est-ce qu'il y a une grille? Aujourd'hui, on a coutume de dire qu'il y a une grille communautaire de lecture de l'événement. On s'est rendu compte que dans l'immédiate après-guerre, certainement pendant les 10 mois qui séparent la libération de la capitulation allemande, la fracture, elle est plus entre une presse catholique et une presse dite de gauche au sens large du terme qu'entre journaux flamands et journaux francophones. Et donc, effectivement, le statut de la photo, ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que la photo est un produit d'appel, mais qu'elle n'est pas nécessairement en lien avec le contenu du journal. Et c'est un angle mort, mais on ne sait pas très bien comment procéder à l'époque, comment travaillaient journalistes et photographes. Est-ce qu'il y avait une réelle convergence entre les deux, ou est-ce qu'au contraire, les journaux utilisent les contingents de photos qui leur sont notamment livrés par les armées alliées? Alors, effectivement, donc cette mémoire collective de la résistance, elle est assez pauvre. Hein. On aurait pu imaginer, il y a eu un projet de musée belge de la guerre de 1945, mais qui est un projet avorté, qui aurait peut-être pu jeter un autre regard. Il y a eu en 1948 le livre d'or de la résistance, mais où on trouve surtout des petits portraits qui ne sont pas une valorisation de l'action de la résistance. Et le monument national de la résistance ne verra le jour qu'en 1945. Et donc, ce qui va surnager, ce sont les images que l'on va remontrer à l'infini, quand bien même ne correspondent-elles pas nécessairement à la réalité. On a vu cette image que nous avons utilisée en entrée de ces résistants armés, images qui sont probablement des photos posées, prises en fin de conflit, voire immédiatement à la libération, voire même parfois des images qui sont issues d'autres contextes nationaux, et en particulier en Belgique francophone, on sait combien l'image de la France dans notre représentation collective va peser. Et donc on va avoir tout au fil du temps, entre 1945 et 2024, de temps à autre des rétrospectives. Hein, on refait les images de la libération, qu'il s'agisse de soirs illustrés, qu'il s'agisse d'autres quotidiens, qu'il s'agisse par exemple aussi de ce que le Soir a fait voici quelques semaines, fin août 2025. On reprend les mêmes images qui vont finalement contribuer à figer notre représentation de la résistance. Et donc la résistante apparaît comme la grande oubliée, la grande absente de cette mémoire collective. Alors l'image à elle seule n'aurait peut-être pas pu changer l'ordre des choses, mais l'absence d'image de la résistance ou l'absence de certaines formes d'image de la résistance participe incontestablement de cet oubli collectif. Merci beaucoup.